de me donner la parole. Merci évidemment de me donner la parole. C'est une période de revoir des collègues que je n'avais pas vus depuis longtemps. Et j'en suis ravi pour un propos qui sera, à défaut d'être neutre, qui sera le plus objectif possible, dans une vision académique et non pas dogmatique de cette question qui, évidemment, est passionnelle, parce que ça implique des vies d'hommes et de femmes qui ont été brinque-ballés par une histoire mouvementée depuis maintenant plusieurs siècles et hélas, de manière dans le chair des uns et des autres depuis plusieurs décennies. Alors, j'ai un propos liminaire avant de commencer mon propos qui se remettra en 3 points qui me semblent être une vision géopolitique de la raison pour laquelle nous devrions avoir de meilleures relations avec l'Azerbaïdjan. Je ne suis pas là pour défendre la relation que nous devrons avoir avec l'Azerbaïdjan, mais je voudrais juste l'évoquer dans le cadre de ce qui me semble être, je crois, une vision assez partagée de la nécessité pour chaque pays de comprendre, construire son autonomie stratégique. Je crois qu'il n'y a pas que la France qui doit le penser, il n'y a pas que l'Europe qui doit la mettre en perspective, mais également d'autres régions du monde. Et après tout, l'Azerbaïdjan a le droit à avoir aussi sa réflexion sur cette question. Ensuite, un momentum stratégique dans le cadre d'une année 2024 dans lequel il y a sans doute une fenêtre d'opportunité. La COP29 est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. J'y reviendrai. Et enfin, un appel à un bouleversement stratégique, et tout simplement en évoquant le fait que, ça a été rappelé par Patricia, et ce sera, je pense, amplifié par d'autres, qu'il y a une géographie de l'Azerbaïdjan qui n'augure pas de la relation politique ou géopolitique ou la perception que nous devons avoir avec l'actuel gouvernement en Azerbaïdjan, en Arménie et en Géorgie. Mon premier point liminaire, puisque je crois que c'est une question qui n'a pas été évoquée, même si ma collègue Kamila Mouradova parlera des relations entre la France et le Caucase du Sud, c'est la relation personnelle, enfin la relation particulière depuis plusieurs semaines entre la France et l'Azerbaïdjan. Alors, vous le savez, j'ai eu l'occasion de le dire sur des plateaux, de l'écrire. Cette relation est par vague, par crête. Nous sommes là dans un étage très bas. Je crois qu'on ne peut pas aller plus loin qu'une possible rupture diplomatique qui sera la quintessence de cette crise. Mais la preuve en est avec d'autres pays, on remonte. Et ce qui s'est passé avec le Maroc depuis plusieurs mois, avec depuis quelques semaines un retour, depuis quelques jours même, puisque la nouvelle ambassadrice, ta collègue, a déposé ses lettres de créance le 8 janvier dernier, me semble quand même indiquer que, même si les torts sont partagés, cette situation est purement conjoncturelle. Voilà mon premier propos liminaire. Mon deuxième propos consiste à dire, tel que Clausewitz l'aurait dit, et l'a écrit bien mieux que moi, que finalement l'Azerbaïdjan a mené à bien sa doctrine, puisque c'est la manière dont elle a recouvré l'intégrité territoriale, s'inscrit parfaitement, dans la théorisation donc de la guerre étant la continuation de la politique par d'autres moyens, l'échec du groupe de Minsk depuis 1992, la tentative vaine de relancer une négociation dans le cadre de la CPE, avec la première réunion sous l'égide, double égide du président Emmanuel Macron et du président Charles Michel à Prague en octobre 2022, a montré que les relations diplomatiques ne suffisent plus à rentrer dans un dialogue, pour l'instant, qui n'est pas concrètement abouti avec un accord de paix entre les deux pays, même si, évidemment, les résolutions onusiennes, finalement, ont trouvé leur expression à travers la pleine reconnaissance ou le recouvrement de l'intégrité territoriale de l'Azerbaïdjan, sans aucune polémique, quelle qu'elle soit. Alors, mon premier propos consiste à évoquer les raisons pour lesquelles il me semble que la France et l'Union européenne doivent mieux comprendre et mieux s'entendre. Je parlais de cette autonomie stratégique, je fais référence à la doxa et à la volonté du président Macron, finalement de le dire autrement, d'être moins dépendant. Il en va de notre dépendance énergétique vis-à-vis de la Russie, mais il en va aussi de notre dépendance stratégique, politico-diplomatico-militaire vis-à-vis des États-Unis. Et d'une certaine façon, l'autonomie stratégique n'est pas unilatérale, elle est évidemment aussi à percevoir non seulement vis-à-vis de Moscou, mais vis-à-vis de Washington. Cette autonomie stratégique qui finalement résonne au niveau européen avec la boussole stratégique, qui, je vous le rappelle, a été votée en mars dernier, et qui ne dit pas autre chose d'essayer de construire avec le voisinage européen les meilleures relations du monde pour essayer de faire en sorte que les Européens vivent en paix et en sécurité. Et j'ajoute un troisième élément, une troisième doctrine, celle du non-alignement, avec la relance de la possibilité d'une triangulation stratégique, telle que le général de Gaulle l'avait parfaitement perçue
dans un discours qu'il a prononcé en 1966 à Phnom Penh, et qui sous-tend, me semble-t-il, cette logique du troisième voisinage, ni Est ni Ouest, mais autre chose, ou en tout cas dans la construction d'une altérité stratégique. Alors on a évoqué le Middle Corridor, on a évoqué donc les perspectives créées par cette nouvelle possibilité de connectivité sur le plan portuaire, sur le plan routier, sur le plan ferroviaire et sur le plan énergétique. Je vous rappelle que c'est un projet qui est bien plus large que le simple Caucase du Sud, bien plus large que la simple connectivité entre l'Europe et l'Asie, puisqu'il va de Mumbai, en passant par Bandar Abbas, en passant par Shah Bazar en Iran, puis remonte le long donc d'une dorsale qui associe et l'Iran et la Russie. Me semble-t-il, il y aura peut-être un problème sur la mise en place de ce Middle Corridor, puisqu'il a été pensé, évidemment, depuis plusieurs décennies, quand nos relations s'inscrivaient dans une architecture de paix et de sécurité qui n'est plus au rendez-vous depuis le 24 février 2022. Mais néanmoins, il faut avoir à l'esprit que cette nouvelle interconnectivité, qui n'est plus seulement une interconnectivité verticale, mais là une interconnectivité horizontale, verticale et non plus horizontale, me semble intéressante. De la même manière, puisque ça n'a pas été évoqué, l'interconnectivité des gazoducs et des oléoducs, vous l'avez évoqué, mon cher Ali, dans votre propos liminaire, fait une connectivité aussi avec une Europe qui a besoin de se désenclaver. Évidemment, je pense à l'Europe du Sud-Est, à l'Europe balkanique, les Balkans occidentaux, avec la connexion entre le Trans-Anatolian Petroleum, enfin le Natural Gas Pipeline, pardon, le titre exact, avec le Trans-Adriatic Pipeline ou le South Caucasus Pipeline. Bref, une interconnectivité qui me semble intéressante sur le plan économique pour évidemment construire ou sous-tendre cette autonomie énergétique qui sous-tend une autonomie stratégique. Et puis, comme je le disais, une vision géopolitique qui me semble être d'une urgence capitale à la fois pour les pays de l'Union européenne et pour ses partenaires du premier cercle du voisinage. On le sait, la guerre en Ukraine a totalement fait voler en éclats l'architecture de paix, de sécurité, de confiance qui avait été lancée à Corfou en 2009 sous l'égide de l'OSCE, et le partenariat oriental, lancé dans le cadre de l'Union européenne, n'existe plus de facto, puisqu'un pays qui en est membre est en guerre, et un autre pays, la Biélorussie, soutient l'agression que la Russie a mise en place depuis donc maintenant plus de 2 ans. Près de 2 ans. Et donc, du coup, vient à l'esprit une nouvelle structure, une nouvelle réflexion dans laquelle il me semble que la stabilisation du Caucase méritait un intérêt particulier, c'est ce que j'ai évoqué avec la communauté politique européenne, à travers un espoir, celui de sa première réunion à Prague en octobre 2022, et une déception, celui de sa 3e réunion à Grenade, puisque le président Aliyev a refusé de participer à cette quadrangulation stratégique sous la présidence à la fois du Premier ministre Pedro Sánchez, du président Macron et du président Charles Michel, mais l'espoir demeure que c'est peut-être là où les négociations, j'espère, pourront se faire de manière plus évidente, d'autant que Gocha l'a sans doute évoqué, il y a donc un déphasage dans notre relation avec le voisinage, puisque un des 3 pays du Caucase du Sud a un statut plus avancé depuis le Conseil européen du 14 et 15 décembre dernier, et nous en félicitons, le statut de candidat à l'adhésion, et bientôt l'ouverture des négociations, fruit d'un travail que tous les deux, à la fois Torniquet et Gocha, ont fait sous 2 administrations différentes, montrant la continuité de cette réflexion. Mais pour cela, il faut aussi que Bakou fasse aussi le choix de son autonomie stratégique. Ça a été évoqué par mon ami Torniquet, avec quelques signaux encourageants de la part de l'Arménie que l'Azerbaïdjan devrait prendre en compte. Premièrement, l'Arménie a désormais ratifié le statut de Rome, qui ouvre la possibilité, si le président Poutine avait l'idée, je pense qu'il ne l'aura pas, de venir à Chisinau, de passer sous les fourches codines de la justice internationale, avec la mise en place du mandat d'arrêt que le procureur Khan a rédigé en ce sens. Une sortie éventuelle de l'organisation du traité de sécurité collective, pourquoi pas, puisque les exercices américains, les exercices militaires, ont vu pour la première fois des soldats américains côtoyer de loin les 1500 soldats de la base de Gyumri sur le territoire arménien, et puis bien évidemment des gages donnés dans son soutien à l'Ukraine, en l'occurrence
remercié par le président Biden. Et je crois que cela va mettre une pression supplémentaire pour que l'Azerbaïdjan fasse aussi son aggiornamento dans sa relation avec la Russie, d'autant que certains ont vu une sorte d'autorisation tacite à la reprise des combats le 17 septembre dernier, qui ont vu une offensive concluante pour Bakou de ce point de vue. Mon deuxième élément, qui est celui d'un momentum stratégique, l'année 2024 sera une année électorale, un petit peu partout dans le monde, il faut le rappeler, 4,2 milliards de personnes vont aller aux urnes, 56 pays, dont les 3 pays des Balkans, les 3 pays des Caucases du Sud, avec des élections présidentielles et municipales en Azerbaïdjan, très vite, le 7 février prochain, des législatives en Géorgie, je ne me trompe pas, en novembre, octobre, bref, 2024, présidentielle en Russie, avec le caractère d'interrogation quant au caractère démocratique de ces élections, mais enfin, sur le papier, elles sont marquées. Et puis, n'oublions pas aussi des élections municipales en Turquie, qui pourraient voir l'AKP un peu affaiblie par rapport à la montée en puissance du CHP, en tout cas dans les principales villes où le CHP est plus puissante que l'AKP, je pense notamment à Istanbul. Bref, un focus médiatique qui, de facto, va avoir un impact sur les politiques publiques et les diplomaties de ces différents États. Patricia Lalonde faisait référence à l'écheveau du corridor de Zangezur et à le désenclavement de la région du Nakhitchevan, avec évidemment le risque, là pour le coup, d'une remise en cause du droit international, parce que si ce désenclavement a lieu, on touche à la région méridionale arménienne de Syunik, et donc de facto créant une interrogation supplémentaire, d'autant que, comme ça a été évoqué, Téhéran avait proposé une offre alternative de faire passer ce corridor sur son territoire. Un contexte européen, ne jamais l'oublier, aussi important. Il ne vous a pas échappé que le deuxième semestre 2024 verra la Hongrie présider le Conseil de l'Union européenne, avec une petite particularité qui ne nous a pas échappé également, qui est assez préoccupante, c'est que si le président Michel démissionne, ce que vraisemblablement il a annoncé vouloir faire pour se présenter aux élections municipales, un article précise que c'est bien Viktor Orban qui sera à la fois président du Conseil européen et du Conseil de l'Union européenne. Comme cela ne vous a pas échappé non plus, certains voudraient mettre en exergue l'article 7, alinéa 2 du traité de l'Union, qui priverait les droits de vote de la Hongrie dans ce sens-là, pour essayer de limiter son rôle. Je dis cela parce que la Hongrie et l'Azerbaïdjan ont plusieurs agendas communs vis-à-vis de Moscou, mais on peut en discuter. D'une certaine manière, assez paradoxalement, une amitié et une proximité stratégique avec la Turquie. Vous le savez sans doute, l'Organisation des États turciques voit la Hongrie être un État associé, observateur de cette structure qui est, comment dire, la partie la plus émergée de l'hubris turque néo-ottomanienne, avec la volonté de recréer un espace civilisationnel qui touche les Balkans occidentaux, l'Europe centrale et orientale, la Méditerranée orientale, et bien évidemment avec cette logique de la reconnaissance ou de la reprise de l'agenda du Turkestan. Le président turc était il y a quelques jours au Kazakhstan dans ce sens. Bref, un élément qui pourrait favoriser l'Azerbaïdjan dans les différentes résolutions onusiennes, notamment une qui, là, pour le coup, implique aussi la Géorgie, puisqu'il y a un projet, je ne sais pas si tu en as parlé, mais un projet qui est d'un intérêt stratégique pour l'Union européenne, une interconnectivité autour de l'hydrogène et de l'énergie verte, un câble qui relierait la Hongrie, la Roumanie, la Géorgie et l'Azerbaïdjan, grâce à un soutien fort de près de 2,3 milliards d'euros proposé par Ursula von der Leyen dans ce sens. Donc, il y a sans doute là un élément dont on doit en tout cas tenir compte dans cette réflexion que l'Union européenne doit avoir vis-à-vis de son partenariat avec le Caucase du Sud. Je ne reviens pas sur la COP29, ça a été évoqué. Brice et Patricia Lalonde reviennent de Bakou. J'ai eu l'occasion de faire une conférence sur cette thématique avec la perspective, j'espère, que cette COP29 soit utile et qu'elle aboutisse, comme ça a été lancé
ou en tout cas initié à Dubaï pour un abandon des énergies fossiles dans le but d'atteindre la neutralité carbone en 2050. Mon troisième point, et j'en terminerai par là plus brièvement, qui est celui d'un bouleversement stratégique, en mettant en avant le fait que si nous ne voulons pas voir les routes de la soie être une voie unique de pénétration des intérêts économiques ou géoéconomiques de la Chine, nous devons aussi penser les projets alternatifs, ou en tout cas de réponse aux routes de la soie. Ils existent, encore faut-il que les pays avec lesquels nous dialoguons puissent en comprendre également l'importance stratégique. Le Global Gateway lancé par l'Union européenne il y a de cela 2 ans, le Build Back Better World lancé dans le cadre du G7, ou tout simplement une initiative que je pense on entendra davantage parler cette année, l'initiative des 3 mers, qui fait que l'Union européenne doit aussi penser sa connexion entre la mer Baltique, la mer Adriatique, la mer Noire, et de facto les pays qui bordent la mer Noire, et ceux, l'Azerbaïdjan l'est un, évidemment, qui bordent la mer Caspienne, avec la perspective, j'aurais espéré que mon collègue Amir Aslani en parle, d'une nouvelle perspective autour du nouveau statut de la mer Caspienne, né de la conférence de Téhéran de décembre 2017. Et puis, un autre contexte, et j'en ai presque terminé, autour, je crois, de l'importance de plusieurs logiques ou plusieurs doctrines stratégiques qui reprennent leur légitimité, celui du non-alignement. Je rappelle que Bakou présidait encore il y a quelques mois le mouvement des non-alignés avec la succession attribuée au Zimbabwe depuis quelques jours. Cette logique du Sud global, qui verra sans doute, lors du sommet des BRICS de Kazan, une orientalisation des membres des BRICS, je ne sais pas si l'Azerbaïdjan est officiellement candidat, ou en tout cas un certain nombre de ses voisins, le Kazakhstan viendra rejoindre l'Iran qu'il y est depuis le 1er janvier de cette année. D'où un reversement, je crois, dans la manière dont nous apprenons le dialogue avec Bakou. Bakou, vis-à-vis de la Turquie, nous permettrait sans doute de renverser le rapport de force, qui pour l'instant est un rapport de force exclusif entre Washington et Ankara, quand il s'agit de limiter la capacité de nuisance de la Turquie. Je crois que si on prend en compte les excellents travaux de notre collègue Bahram Balchi, qui évoquait, collègue de Torniquet aux séries, qui évoquait cette notion d'une seule nation et de 2 États, qu'il y a là une capacité de pouvoir utiliser l'Azerbaïdjan pour dialoguer avec le président turc, quel qu'il soit, même si aujourd'hui il n'est pas forcément en capacité de dialoguer de manière plus équilibrée avec nous. Une capacité aussi de dialoguer avec Téhéran de la même manière. On veut relancer, ou nous souhaitons relancer le plan global d'action conjoint. C'est tout à l'honneur de ceux qui l'ont signé, les 5 membres du Conseil de sécurité, plus l'Allemagne et l'Union européenne en 2015, mais il ne vous aura pas échappé non plus que d'ores et déjà, que ce soit le président Biden ou le président Trump, c'est davantage vers un dialogue direct entre Washington et Téhéran que l'on va aboutir, et c'est, je crois, quelque chose sur lequel nous pourrions avoir un peu d'intelligence stratégique pour essayer d'européaniser ce dialogue de la même manière que le rapport avec Moscou nous permettrait sans doute d'éviter ou de limiter un rapprochement qui, je crois, se fait de plus en plus prégnant entre le président Aliyev et le président Poutine, comme la reprise du conflit en septembre 2024 le prouve. Et puis, bien évidemment, un dialogue plus fructueux avec Pékin, comme je le disais, pour que ces routes de la soie ne soient pas juste une autoroute pour Pékin, pour rentrer de manière unilatérale et non mutuellement bénéfique vis-à-vis du continent européen. Je pourrais aussi rajouter la relation très particulière avec l'Asie centrale, ce qui me permet de terminer mon propos en mettant en avant que nous devons éviter un enclavement stratégique de l'Azerbaïdjan, car sinon elle ira chercher ailleurs ses partenaires stratégiques, vraisemblablement sont ses voisins immédiats. Que nous avons tout intérêt, tout comme le président Macron, vous me connaissez, je défends rarement la politique étrangère du président Macron, mais s'il y a bien une réussite, qui est celle de son déplacement en Asie centrale, en novembre dernier, précédé par le voyage qu'il a fait en Mongolie, avec l'idée selon laquelle les pays enclavés, les 5 pays enclavés de l'Asie centrale et la Mongolie se cherchent un nouveau partenariat
qui ne soit plus exclusivement tournée vers Pékin ou vers Moscou. Cette notion du troisième voisin est aussi vraie pour l'Azerbaïdjan qu'il n'est vrai pour les pays, enfin il est vrai pour l'Azerbaïdjan, pour Erevan et pour Tbilissi, qu'il n'est vrai que pour les pays d'Asie centrale. Et puis, bien évidemment, et j'en terminerai vraiment par là, sur un élément que l'on oublie, mais qui est également vrai en Asie centrale, le retour des États-Unis, qui, d'une certaine manière, veulent nous marginaliser, décrédibilisant la capacité de l'Union européenne à pouvoir servir de médiateur pour eux-mêmes le faire. On l'a évoqué, une des raisons pour lesquelles le groupe de Minsk n'a pas fonctionné, c'est qu'il a été lancé en 92 avec un rapport de force qui n'est plus du tout le même. Puisqu'en 92, la présidence française avait été voulue et portée avec un peu plus de volonté de n'être pas totalement en adéquation avec les positions américaines. Or, vraisemblablement, aujourd'hui, le rapport de force est évidemment totalement inversé avec des États-Unis qui veulent dialoguer avec la Russie en marginalisant la tiers partie que nous sommes.